Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du magazine Programmé. Je suis avec Guillaume qui travaille à l'INRIA. Est-ce que tu peux te présenter? Donc, bonjour, je m'appelle Guillaume Selosia. Donc, actuellement, je suis chercheur doctorant au sein de l'équipe Privatix. Et donc, ma thèse s'intitule Protection de la vie privée dans les communications sans fil des objets connectés. Et je travaille avec l'INRIA sur tout ce qui est problème de vie privée induit par l'adoption croissante des objets connectés et leur communication sans fil. D'accord. Alors, c'est vrai que depuis que l'on a cette crise là du Covid, donc on parle beaucoup et notamment avec ce qui s'est passé en Asie sur toutes les technos de tracking, euh, de comment on trace un petit peu la population. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ça correspond vraiment quand on parle de tracking, de traçage, que ce soit du traçage en temps réel ou après coup? Alors, quand on parle de traçage, donc c'est déjà du traçage dans le monde physique, donc ça va s'appuyer en fait sur une infrastructure qui va être déployée donc par un acteur quelconque et qui va essayer de tirer parti des identifiants qui peuvent être inclus dans les signaux radio pour pouvoir justement discriminer un périphérique en particulier et tracer la personne. Dans le cadre de l'application de traçage des contacts pour le coronavirus, en fait, on ne va pas tracer en temps réel les personnes, et c'est pour ça aussi que tout ce qui est coordonnées GPS a été écarté. On va uniquement utiliser la position à un instant T de la personne pour pouvoir dire, voilà, cette personne a été en contact ou non avec une personne qui a potentiellement été positive au Covid. Et ainsi, on va pouvoir tracer un historique des personnes qu'elle a vues et le remonter pour pouvoir alerter les autres personnes avec qui elle a été en contact. Alors, ce qu'il faut savoir dans ces communications, donc c'est des communications Bluetooth, actuellement, chacun qui va émettre ces signaux émettra un pseudonyme sous lequel sa véritable identité sera cachée. Actuellement, comment est designée cette application? Ce pseudonyme-là ne peut pas être relié directement à une personne. Donc, typiquement, pour prendre un exemple, donc je m'appelle Guillaume Selosia et j'ai le pseudonyme A, par exemple. Toutes les personnes verront que j'ai le pseudonyme A, mais ne sauront pas à qui appartient réellement ce pseudonyme. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre dans cette application de traçage, c'est que nous n'émettons pas notre identité Oui. sur les ondes en clair, nous la cachons derrière des pseudonymes. D'accord. Mais par contre, si tu rencontres une personne B qui, elle, est atteinte, est-ce que je suis au courant ou est-ce que c'est que les responsables, les administrations qui vont avoir le contrôle de ces applications qui vont le savoir? Alors, suivant comment est faite l'application, on peut déjà, d'une part, seules les entités médicales savent qui est positif ou non au Covid. Lorsque l'on va rencontrer quelqu'un qui est sous un pseudonyme B, on verra uniquement son pseudonyme. Et en fait, l'anonymat se base sur le fait que la personne rencontre beaucoup d'autres personnes et donc ne pourra pas discriminer l'une en faveur d'une autre. Mhm. D'accord. Alors, quand on parle un petit peu de tracking ou de traçage, effectivement, habituellement, on parle de trois grandes technos, sauf si je me trompe. Donc, c'est la triangulation par rapport à des relais ou à des bornes Wi-Fi, c'est le Wi-Fi et c'est le Bluetooth. Donc là, si j'ai bien compris, on va que se reporter au Bluetooth ou d'autres technos sont plus précises ou plus intéressantes. Alors, par rapport à ces technologies-là, donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est de la trilatération, pas de la triangulation, car la triangulation, en fait, utilise des méthodes mathématiques qui se basent sur les angles pour pouvoir déterminer une position, Hmm. alors qu'ici, on est vraiment sur de la trilatération, comme le fait d'ailleurs le GPS actuellement, et qui permet en fait de regrouper des données de plusieurs GPS pour pouvoir en définir une position précise. Donc, une fois qu'on a défini ce terme-là, donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les technologies radio qui émettent des signaux à l'insu ou même au plein gré d'ailleurs des utilisateurs et qui peuvent être discriminantes
donc qui correspondent qui incluent par exemple un identifiant unique ou un compteur avec lequel on va pouvoir tracer les personnes, peut être viable pour ce traçage. Donc par ces technologies-là, j'entends bien sûr le Wi-Fi et le Bluetooth notamment. D'accord. Ce qu'il faut savoir dans le Bluetooth, c'est qu'il a été utilisé sûrement dans cette application, car il y a une branche qui est sortie en 2010 et qui correspond au Bluetooth Low Energy. En fait, le Bluetooth Low Energy, c'est tout simplement du Bluetooth, mais qui est plus viable pour les objets connectés du fait qu'elle est moins énergivore. Et en fait, c'est pour cela que je pense que cette application utilise cette technologie-là. Alors, le plus difficile, ça va être vraiment l'architecture à déployer au final, enfin, du coup, toute l'infrastructure à déployer. Tout simplement parce qu'en fait, plus on va avoir de capteurs dans l'environnement et plus on va pouvoir monitorer une zone grande et plus on va pouvoir être précis surtout. Actuellement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau API et même accès matériel, tout est déjà quasiment implémenté pour pouvoir faire ces applications-là. Typiquement, dans le cadre de mes recherches, j'ai implémenté un système de traçage qui était basé sur du Bluetooth Low Energy et qui, par exemple, était implémenté sur un jeu de 3 ou 4 Raspberry sur lequel les communications étaient basées sur du MQTT, donc un protocole qui est open source et qui peut être utilisable par n'importe qui actuellement, quoi. Donc, ce qui est vraiment contraignant avec ces applications-là, c'est vraiment toute l'infrastructure à déployer et du coup les moyens qu'il y a à mettre en œuvre pour déployer des capteurs et pour pouvoir être précis. D'accord. Et je présume que le fait que ce soit des apps mobiles, ça permet d'avoir une couverture la plus large possible, à condition évidemment que l'on cible aussi bien de l'Android que de l'iOS. Oui, effectivement. En fait, je pense que du coup, tout ce qui est application mobile, du coup sur le Play Store ou l'Apple Store, permet en fait ce traçage à grande échelle du fait que les périphériques Android et Apple sont largement déployés dans le monde réel. D'accord. Et j'ai cru comprendre aussi que dans certains pays, ou même en France, je crois, il avait été question non pas de passer par du smartphone, mais d'avoir une sorte de bracelet, en fait, mais un tracker que l'on porterait. Est-ce que ça, c'est des pistes aussi que tu vois ailleurs? En fait, il faut savoir actuellement que typiquement des personnes qui ont des bracelets Fitbit, donc qui sont des bracelets connectés pour le sport, émettent à leur insu un identifiant unique sur lequel on va pouvoir se baser pour pouvoir tracer ces personnes-là. Donc en fait, je comprends l'utilisation du smartphone du fait que maintenant quasiment tout le monde a un smartphone et que c'est peut-être plus simple de déployer ces applications-là plutôt que de faire acheter des nouveaux périphériques aux personnes. Mais c'est tout à fait possible d'utiliser que ce soit un bracelet connecté, des boucles d'oreilles connectées. Enfin, on va pouvoir utiliser n'importe quel objet du moment qu'il est connecté et que ces signaux peuvent être discriminés. D'accord. Et lorsqu'on récupère un petit peu toutes ces données, je présume qu'il faut aussi que l'infra que l'on a derrière puisse les stocker et les traiter. Ouais, typiquement, on va être sur des bases de données, des bases de données relationnelles. Donc, je pense notamment à, par exemple, dans le cadre justement de cette recherche, j'avais implémenté une petite base de données MySQL qui me permettait de faire des requêtes et du coup de retracer des itinéraires de personnes. À plus large échelle, je pense que des bases de données comme par exemple des Elasticsearch vont pouvoir être mises en place pour pouvoir brasser plus de données et du coup avoir un monitoring bien plus large des personnes. Alors, dans le cadre de cette application, je dirais qu'on est vraiment dans des données espacées dans le temps, du fait justement que ça soit vraiment une application qui est designée exprès pour avoir... quand on est à proximité d'une personne, on va pouvoir détecter que cette personne est potentiellement Covid positive ou non.
et ce qui est en fait tout l'inverse de ce que font les GPS actuels, à savoir donc tracer les personnes en temps réel. Hmm. Donc je pense que dans le cadre en fait de cette application, ce sont des données qui sont collectées, qui ne sont pas collectées en temps réel et qui sont collectées uniquement lorsque des croisements d'utilisateurs de cette même application surgissent. D'accord. Oui, et puis en plus, je présume que lorsqu'on parle d'un usage de tracking comme ça, on parle quand même sur des dizaines de millions de personnes potentiellement cibles. Donc en fait, c'est aussi un moyen de minimiser l'impact au niveau des infrastructures telco. Ah bah, typiquement, oui, en fait, tout va dépendre des... Donc cette application, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle se base déjà sur le volontariat des personnes. On oblige personne à installer cette application et à rentrer le fait qu'elle soit Covid positive ou non. Mhm. Donc déjà, de ce fait-là, en fait, ça va libérer un petit peu de la charge pour ces applications distantes qui vont devoir récupérer les données, quoi. Mhm. Le fait qu'on récupère ces données de manière asynchrone va aussi libérer un peu plus de charge du fait justement on ne récupère pas toutes les données tout le temps, mais juste la donnée au moment où l'on veut, quoi. Comment on va gérer les zones blanches? Et ben alors ça, justement, les zones blanches, c'est une bonne question et c'est quelque chose qui est encore en réflexion. Car c'est vrai que le Bluetooth va pouvoir être utilisé dans ces zones-là, du fait que ça soit en fait une fonctionnalité native du téléphone. Par contre, le problème, ça va vraiment être de remonter la donnée après au serveur distant. Donc, ce que je pense, moi, ce serait peut-être que du coup, on pourrait garder ces données pendant un temps plus ou moins grand en local. Et lorsqu'on est à portée d'un réseau, on va pouvoir exfiltrer ensuite, ou du moins rendre nos données sur les serveurs. Donc je pense qu'en fait, que le meilleur moyen de gérer ces zones blanches serait vraiment, oui, de garder nos données en local jusqu'à ce qu'on arrive à avoir une connectivité réseau pour pouvoir contacter les serveurs distants. On a vu qu'en France, il y avait eu une initiative pour développer une application de tracking, et notamment avec le support de l'INRIA, ainsi qu'au niveau de l'Europe. Et on a vu aussi récemment une initiative commune entre Apple et Google. Est-ce que ces deux approches qui sont pour toi complémentaires ou pas du tout? Alors, pour moi, l'approche, donc j'ai plus un point de vue sur l'approche INRIA du fait que ça a été un effort qui a été conduit par l'équipe de recherche dans laquelle je travaille actuellement, donc qui est l'équipe Privatix. Et donc, la semaine dernière, le week-end dernier, sur GitHub, il y a eu du coup le protocole Robert, donc qui est un protocole qui est développé par l'INRIA et qui concerne cette application de traçage pour lutter contre l'épidémie. Concernant Apple et Google, le problème c'est qu'ils restent assez vagues sur leurs spécifications, dans le sens où on va vraiment avoir accès à des généralités. Donc je pense notamment au fait qu'ils disent préserver la vie privée et l'anonymat des personnes en se basant sur une rotation des adresses de périphériques, comme il est noté par exemple dans la spécification du Bluetooth. Le problème, c'est que, et c'est d'ailleurs ce à quoi je m'attelais dans mes travaux, c'est que cette fonctionnalité en fait peut être mise à mal suivant comment les fabricants vont remplir les trames Bluetooth qui sont émises. Donc typiquement, une adresse de périphérique qui n'est pas synchronisée avec un corps de trame, on va pouvoir trivialement en fait faire un lien entre cette adresse et la personne et donc pouvoir la suivre sur son chemin à son insu. Donc par rapport à ça, en fait, je dirais que Apple et Google ont sorti des spécifications qui sont pour moi encore assez incomplètes. Alors que du point de vue de l'INRIA, on a vraiment des démonstrations même mathématiques
de la sécurité et de la robustesse du système, que d'ailleurs je vous invite à aller consulter sur GitHub, qui sont disponibles et qui répondent vraiment à la plupart des questions qui tournent autour de ce sujet. D'accord. Et on a une idée, même approximative, de quand cette application pourrait être mise en marche, ou est-ce que ça dépend vraiment des États? Je pense que ça dépend vraiment des États, parce que pour le coup, il me semble qu'en France et en Europe, il y a plusieurs projets justement qui tournent autour de cette application. Et en fait, l'INRIA a fait une première proposition de protocole. Donc après, sur la date vraiment de release de cette application, on n'est pas vraiment certain. Il faut qu'on attende du moins les prérogatives et directives qui viennent plus des hautes sphères, je dirais. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà tout ce que je peux dire là-dessus. D'accord. Mais par contre, au niveau technique, au niveau temps de développement, c'est pas quelque chose qui nécessiterait 6 mois de travail, donc. Non, non, non. Bah, donc après on peut prendre comme exemple les autres applications comme par exemple Trace Together ou des autres applications dans les autres pays où en fait ils ont développé quelque chose de très rapide mais qui est aussi qui ne considère pas du tout la vie privée des personnes. Donc ça après je pense que c'est un petit peu plus culturel. Il y a moins de barrières que en France et en Europe, mais ce qui n'est pas plus mal aussi dans notre cas. Non, actuellement, c'est une application qui est, je pense, développable en 1 ou 2 mois quoi, maximum. Le plus dur étant vraiment la compréhension de cette application et surtout la prise en compte du respect de la vie privée des personnes. Ok. Bah écoute, un grand merci à toi. Merci à vous.